tout le monde est soit connecté, soit déconnecté. Si on n'est pas connecté, qu'est-ce qui se passe? Comment les usagers vont-ils se retrouver dans ces univers connectés? C'est un petit peu la question qu'on se pose. Et pour pouvoir se projeter et imaginer le futur, eh bien, je vais donner la parole à Bastien Kerspen de l'agence Design Friction. Alors on vient d'un univers très design thinking pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire l'utilisation du design comme méthode d'innovation pour résoudre des problèmes, donc avec tout ce qu'il y a comme rattachement au design industriel. Et on a décidé d'aller voir un peu plus loin en défrichant des terres d'une approche qui est un peu, j'allais dire, hétéroclite dans le milieu design, qui est le design fiction. Un bon exemple un peu d'archétype en entrée de ce que peut être le design fiction et la façon dont on utilise le design pour provoquer et aussi ouvrir d'autres imaginaires, c'est ce projet d'un studio qui s'appelle Cohen et Van Balen, qui sont basés aux Pays-Bas. Et ils ont imaginé le futur de l'assistance médicale, et notamment en regardant ça à l'aune de la retraite de certains de nos amis animaux. Et donc là, par exemple, ils ont inventé une machine d'aide respiratoire qui est basée sur un lévrier, un ancien lévrier qui a fini de courir. Donc plutôt que de l'abattre, eh ben, il continue de courir, mais en courant, il produit de l'air pour la personne qui a une insuffisance respiratoire. Alors, la Cité des données, c'est un projet qui nous a été commandé par Stéréolux, donc qui est un peu l'équivalent de la Gaieté Lyrique pour ceux qui connaissent, mais à Nantes. On a créé une série d'ateliers collaboratifs, de déambulation créative et d'exposition participative autour de la question qu'est-ce qui se passerait demain si une ville était entièrement connectée? Si, j'ai dit, la matière première quasiment d'une ville, au lieu d'être le béton ou autre, c'était la donnée. On a fait ce qu'on appelle un workshop, donc un workshop mais en mouvement, un atelier en mouvement. Donc on a fait déambuler les gens dans les rues, et un peu à la manière d'un guide touristique du futur. On leur a montré des lieux dans la ville et on les a re-racontés à l'aune de comment est-ce qu'ils auraient changé demain si la ville était imprégnée de données. Et on a invité les participants à s'imprégner de cette idée et à imaginer un peu des objets manifestes, des objets venus du futur qui représenteraient en fait la logique de cette ville. De ces différents objets qui sont sortis, on a Filterbook, qui est une paire de lunettes qui permet de filtrer votre environnement urbain pour voir que ce qui vous intéresse. Donc pour voir que votre communauté, pour voir que les endroits qui vont vous intéresser. Encore une fois, ce ne sont pas des projets qui ont vocation à être mis sur le marché, ils ont vocation à nous questionner sur quelles sont nos attentes pour le connecter dans la ville. On a également le bracelet Zen, qui est un peu comme les bracelets que vous avez dans les festivals, qui vous permet d'accéder à certaines zones ou pas. Là, c'est la même chose. Selon votre réputation sociale, vous pourrez accéder à un bar, ou vous ne pourrez pas accéder à un bar. Vous pourrez accéder à un endroit de la ville, ou vous ne pourrez pas accéder à un endroit de la ville. Vous aurez un niveau de service différent sur votre réputation sociale, et tout ça est géré par un algorithme central. Et un autre objet, c'était la Smart Madeleine, qui était un objet qui permettait de raconter ses souvenirs dans la ville, et après de les projeter sur les murs de la ville. Donc une ville qui est orientée autour de la nostalgie. Un autre aspect du design fiction, c'est d'aider à construire la décision. Parce qu'on crée du débat, parce qu'on va aller défricher des choses qui sont inattendues ou des choses qui pourraient mal se passer, on veut essayer de fournir des scénarios qui pourraient aider demain à prendre des décisions d'une manière différente qu'elle n'aurait été prise s'il n'y avait pas eu ces fameux scénarios. On a fait ça notamment dans le cadre d'un projet, qui est un projet en partenariat qui s'appelle Proto-Policy, qui a été fait en partenariat avec le Parlement britannique il y a 2 ans, et avec plusieurs universités anglaises. Et l'idée, c'était de se demander, en utilisant cette approche là, du design fiction, donc créer ces scénarios spéculatifs, ces scénarios d'anticipation, comment est-ce qu'on pourrait aider à améliorer les futures lois qui allaient être votées sur le vieillissement à domicile. On a été voir les principaux concernés, à savoir les personnes âgées. Et on est venu leur demander, qu'est-ce que ça change pour vous demain, cette disposition, cette mesure? Cette loi prévoit que les personnes âgées puissent vivre et vieillir à domicile dans des maisons connectées, dans des maisons intelligentes. Ça fait partie des mesures. Mais la question que nous ont posée les personnes âgées, c'est oui, c'est bien, mais est-ce que je peux aussi décider d'être autonome dans mon décès? Et ce qu'on a fait pour traiter cette question et pour la ramener aux députés, pour dire regardez, il y a ce point de controverse qui est apparu, comment est-ce que vous vous positionnez dessus, comment est-ce que votre loi le traite ou ne le traite pas. Pour adresser cette question de l'euthanasie, on a créé Soulage. Soulage, c'est une montre intelligente qui vous permet de vous euthanasier à domicile. Et on l'a conçu comme un vrai projet design, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de garde-fous, il y a également tous les écrans qui sont fonctionnels. Alors le seul truc qu'elle fait pas, c'est qu'il n'y a pas de petite aiguille qui vient vous piquer. Ça, c'est le seul truc sur lequel on n'a pas été. Mais c'est un objet manifeste, c'est-à-dire qu'elle a été pensée comme un objet, encore une fois, qui serait la conséquence d'un monde où l'euthanasie serait devenue banale. Et en parallèle à cet objet, on avait également son manuel d'utilisation pour expliquer comment est-ce que ça marche. Les projets que je vais vous montrer là sont majoritairement du coup liés à la ville, et notamment la question de ville connectée, ville déconnectée.
Et le premier sur lequel je voulais revenir, c'est une expérimentation qu'on mène depuis maintenant quasiment 2 ans, avec plein de scénarios qui vont dans tous les sens, sur un projet qui s'appelle Animals of the Smart City. Donc on a un ensemble de scénarios qui imaginent comment est-ce que la ville intelligente va façonner les animaux, qu'ils soient domestiques ou alors à l'état de faune sauvage, et comment est-ce que ces animaux, domestiques ou faune sauvage, vont en retour façonner la ville, et façonner les usages de la ville. Un des scénarios qu'on aime bien, parce qu'en fait il s'est quasiment révélé vrai, celui-là on l'a fait il y a à peu près 1 an et demi, c'était l'histoire d'un groupe de braqueurs qui s'attaquent aux drones de livraison, drones coursiers de Amazon, etc., qui vont parcourir nos rues avec des faucons. Ils utilisent la fauconnerie, les oiseaux de proie, pour les descendre ou pour aller piquer les paquets qui sont dessus. Un peu dans cette même logique d'Animaux Smart City, c'est une fiction dédiée qu'on a fait qui s'appelle Sons of Kion, qui prend place dans Athènes très proche, d'ici quelques années, où Athènes, face à des vagues de migration à la fois climatique et politique, et a tendance à se refermer sur soi et utiliser les capacités de la Smart City, non pas pour accueillir les migrants ou les réfugiés, mais plutôt pour les écarter ou les parquer. Et cette histoire en fait raconte la symbiose entre tous les chiens errants que vous pouvez trouver à Athènes, une collaboration entre chiens errants et migrants. Et notamment, là, on a un scénario, c'est le Data Sniffer. C'est des chiens qui sont équipés de colliers intelligents. Je ne sais pas si vous connaissez le NFC, qui est une technologie sans contact, en fait, ce qui vous permet de payer avec votre carte bancaire sans avoir besoin de rentrer le code. Là, il faut imaginer que la prochaine fois qu'il y a un chien qui vient sauter à votre jambe, peut-être qu'il est équipé d'un collier qui permet de lire le système NFC et qui va prendre vos données de carte bancaire ou vos données dans votre téléphone portable parce que vous aurez laissé le sans contact allumé. Juste pour les revendre et subsister derrière dans cette ville intelligente. Autre point de Sons of Kion, on a imaginé une espèce de couverture chien qui permet de se cacher aux yeux des caméras de surveillance ou aux yeux des drones la nuit. Comment on déjoue les capacités de surveillance de la Smart City en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et pas forcément la personne qu'on est. Encore une fois, on ne prend pas parti, hein, c'est toujours l'idée d'aller chercher, de gratter la petite bête, de se demander quelles seraient les alternatives qui pourraient exister à ces innovations qui vont parcourir nos villes. On a également un autre scénario qui s'appelle Due Date City, qui se passe également du côté de la Grèce, qui parle de l'extraction du sable marin pour construire des villes. L'idée là, c'est que les villes intelligentes demain seraient capables de se manger d'elles-mêmes. C'est-à-dire que quand elles deviennent obsolètes, les bâtiments se mangent eux-mêmes avec des bactéries qui ont été intégrées dedans. Ils vont se dévorer d'eux-mêmes parce qu'ils ont une date de péremption, vu que la Smart City, ça se renouvelle souvent, la technologie demandant à avoir des cycles courts, sauf que, on revient à nos migrants, il y en a certains qui se permettent d'aller manger les bâtiments parce qu'ils se sont rendus compte qu'au final, c'était pas que les bactéries qui pouvaient les manger, mais quand les bactéries commençaient à désagréger les bâtiments, ça devenait comestible. Aujourd'hui, vous mettez de quelqu'un qui était né en 1900, on fait un voyage dans le temps et vous l'amenez aujourd'hui dans nos villes. Il y a des choses qui vont avoir changé. Alors les voitures ne seront plus les mêmes, mais globalement, il va retrouver un peu les mêmes technologies. Il y aura encore l'éclairage urbain, on aura du tramway, on aura de la voiture. Par contre, il y a plein de choses qu'il ne va pas forcément décrypter. Ça va être ces espèces de petits signes arrobase qu'il n'a jamais vus, qui ne faisaient pas partie de son alphabet. Donc en fait, la ville numérique, cette ville, ville numérique aujourd'hui, elle est quasiment invisible et elle vient en surcouche de l'infrastructure actuelle. On n'a jamais le choix de dire on veut que telle ou telle donnée soit transmise, c'est complètement bidon, excusez-moi du terme, mais est-ce qu'on pourra avoir vraiment le choix de dire bah non, transmettez que ça, ou que telle information? Il faudra aller dans ce sens-là. Alors actuellement, c'est pas possible, mais il faudra aller dans ce sens-là. Je pense que tout ce qui est données de vie privée, savoir que je sois chez moi ou pas chez moi, ça c'est une donnée qui est très sensible. Mais savoir combien j'ai consommé de chauffage entre telle heure et telle heure hier, au final, la donnée n'est pas sensible. Par contre, si je l'ai en données en temps réel, je suis chez moi, couplé à une donnée, je suis chez moi et je consomme tant, là, ça devient plutôt plus sensible. Donc tout dépend en fait où on met le curseur. Mais ça serait très important, et on le disait tout à l'heure, que l'utilisateur final, à terme, puisse sélectionner la donnée qu'il souhaite envoyer ou pas. Sur une tour de la Défense, vous allez voir une femme de ménage, elle va nettoyer l'ensemble des étages et des salles, alors qu'il y a des études qui montrent qu'un bâtiment est occupé au grand maximum à 60% de ses capacités. Donc avec la donnée, sans travailler avec des prestataires de services de nettoyage, on leur envoie l'information des salles qui ont été utilisées. Comme ça, on leur dit n'allez pas nettoyer cette salle qui est vide depuis 2 semaines. Donc ça fait autant d'économies pour le propriétaire. Ça fait un gain de temps pour la personne qui est en charge du ménage et c'est une donnée qui est acceptée par tout le monde, entre guillemets.
Sur la question effectivement entre données capitalistiques et données utiles, et qui rejoint à mon avis la question de la ruse aussi, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'avec les objets connectés, on a créé une nouvelle forme de travail qui est très diffuse, qu'on appelle en anglais le digital labor, qui est le travail numérique en fait. Alors c'est ce que vous faites quand vous êtes sur Facebook ou autre, vous produisez du contenu, ou alors vous allez mettre du j'aime, vous faites de la curation, parfois vous faites de la modération parce que vous dites ce contenu-là est pas bon. Donc en fait vous faites le travail de gens qui avant étaient payés pour faire ce travail-là. Et ma question c'est, si on est sur la donnée même utile, est-ce que moi en tant qu'utilisateur, si je permets à mon entreprise de faire des économies parce que je leur montre que le bâtiment est occupé qu'à 60% par les données que je produis de manière inconsciente juste en baladant, est-ce que moi je peux être rémunéré pour cette donnée parce que j'ai quand même produit du travail sans m'en rendre compte? C'est une vraie question. Nous on a fait un projet il y a pas longtemps qui est un collier connecté en fait, qui collecte vos données au quotidien, c'est-à-dire ça peut être rythme cardiaque, données de conversation, géolocalisation, et qui les revend pour recouvrir vos dettes.